Bonjour. Écrivez en commentaire d'où vous venez, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Bonne écoute. Je n'aurais jamais cru applaudir en voyant la vie de mon mari s'effondrer sous mes yeux. Et pourtant, ce soir-là, je me tenais là, une coupe de champagne à la main, et je sentais un sourire se dessiner sur mes lèvres pendant que sa réputation volait en éclats. « Je regrette de t'avoir épousé », a hurlé mon mari, en plein restaurant, alors que tout le monde levait son verre. J'ai juste fait un signe au serveur. Une seconde plus tard, il est arrivé avec une enveloppe. Mon mari l'a ouverte, et son visage est devenu livide. Puis la vidéo a commencé. Un silence de mort a envahi la salle. Je m'appelle Anna Muller. Hier encore, j'étais simplement la femme de Franz Keller, un homme d'affaires prospère, associé principal de la société d'investissement Meridian. 10 ans de mariage, un appartement luxueux en plein centre de Munich, une maison en Toscane, des vacances 2 fois par an aux Maldives et dans les Alpes. Une vie parfaite, en apparence. J'ai toujours souri aux événements d'entreprise, tenu des conversations légères, porté des robes de créateur et jamais contredit mon mari en public. Franz aimait dire que j'étais son plus bel investissement. Avant, je trouvais ça flatteur. Maintenant je comprends que, pour lui, j'étais un objet joli, pratique, prestigieux. Comme sa montre Patek Philippe à 1,5 million d'euros ou sa Bentley. « Anna, tu pourrais me faire un café ?» m'a-t-il demandé sans quitter des yeux son ordinateur quand je suis entrée dans son bureau il y a 3 mois. C'était un dimanche matin, 10 heures. Je venais de rentrer d'un jogging et je voulais discuter de notre journée. « Bien sûr », ai-je répondu en souriant avant de filer à la cuisine. Quand je suis revenue avec la tasse de café tout juste préparée, Franz a vite fermé une fenêtre sur son écran. J'ai entrevu une conversation. Quelque chose de personnel, clairement pas professionnel. Mais je n'y ai pas prêté attention. « Merci, ma chérie. Aujourd'hui, je dois passer 2 heures au bureau. J'ai des documents urgents à signer, ça peut pas attendre lundi, » m'a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. Un dimanche ? On avait prévu d'aller au parc, puis de passer chez tes parents. Me suis-je étonnée. Le boulot, ma belle. Tu sais comment c'est. Le projet est en phase finale. 2 heures max, et je suis de retour, m'a-t-il lancé en haussant les épaules. J'ai soupiré, un peu déçue, mais je n'ai pas insisté. Après 10 ans de mariage, j'étais habituée à ce que le travail passe toujours avant tout. C'est aussi ce qui nous permettait de vivre cette vie confortable. Alors j'avais appris à ne rien dire. Très bien, je vais préparer le déjeuner en attendant. On ira chez tes parents après, lui ai-je répondu. Il a hoché la tête, déjà absorbé de nouveau par son écran. Je suis sortie du bureau et partie à la salle de bain pour prendre une douche après ma course. En arrivant, j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone dans la chambre. En retournant le chercher, j'ai entendu Franz parler à quelqu'un. Doucement, presque en chuchotant. « Oui, Isabella, je peux aujourd'hui. » J'ai dit que je partais au bureau. Comme d'habitude. J'ai bien 2 heures. Tu m'as tellement manqué. Je suis restée figée devant la porte. Isabella Dupont, directrice financière de leur société. Jeune, séduisante, ambitieuse. Lors du dernier événement d'entreprise, elle plaisantait beaucoup avec Franz, mais je n'y avais vu que des rapports professionnels. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Impossible. Non, c'est pas ce que je crois. J'ai reculé doucement et suis retournée à la salle de bain. J'ai allumé la douche et je suis restée longtemps sous l'eau chaude, espérant laver cette boule d'angoisse qui me rongeait de l'intérieur. Quand je suis sortie, Franz était presque prêt à partir. Il mettait sa veste bleu marine préférée et ajustait ses boutons de manchette. « Je reviens vite », m'a-t-il dit en m'embrassant la joue. Il sentait fort le parfum de luxe, plus que d'habitude, comme s'il venait de s'en asperger à nouveau. « Bonne chance avec les documents », ai-je dit d'un ton que j'ai tenté de garder neutre. Une fois la porte refermée derrière lui, je me suis assise au bord du lit. Mes mains tremblaient. « T'exagères, Anna. C'était sûrement un appel pro, » me suis-je soufflé. Mais mon intuition me criait le contraire. J'ai pris mon téléphone et ouvert l'appli de géolocalisation qu'on avait installé l'un pour l'autre il y a longtemps, pour des raisons de sécurité. Franz travaillait souvent tard ou partait en déplacement, et ça me rassurait. Je les regardais se déplacer sur la carte. Les bureaux de la société étaient dans le quartier des affaires, mais la voiture de Franz a pris la direction opposée. Elle allait vers le quartier chic de Schwabing. J'ai essayé de me rassurer, peut-être qu'il passait ailleurs avant. Mais quand le point s'est arrêté devant la résidence de luxe Maximilian Residence, mon cœur s'est serré. Je connaissais parfaitement cette adresse. Isabella en avait parlé une fois, disant qu'elle y avait acheté un appartement. Pendant 2 heures, je suis restée les yeux rivés à l'écran. Le point ne bougeait pas.
2h15 plus tard, il est enfin reparti, en direction de notre maison. J'ai pris une décision rapide. J'ai rangé mon téléphone, suis allée à la cuisine et commencé à réchauffer le déjeuner comme si de rien n'était. Quand France est rentrée, je l'ai accueilli avec un sourire. « Alors, tout s'est bien passé ? Tu as signé tes documents ? » ?»« Oui, parfait. On peut aller chez mes parents maintenant, » m'a-t-il répondu, visiblement détendu. « Très bien, je vais me changer, » ai-je dit calmement. Ce jour-là, j'ai décidé de rester silencieuse. Pas de crise, pas d'accusation. Je voulais connaître toute la vérité, avoir des preuves, et seulement après, prendre une décision. Le lendemain, j'ai appelé ma vieille amie Claudia. Elle travaillait dans une agence de détectives privés. « Claudia, j'ai besoin de ton aide. Mais ça doit rester strictement entre nous, » lui ai-je dit en la retrouvant dans un petit café loin de chez moi et du bureau de France. Claudia m'a écoutée sans m'interrompre. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. « Tu es sûre de vouloir connaître la vérité ? Parfois, l'ignorance, c'est une forme de paix. Je dois savoir. » 10 ans de vie, Claudia. 10 ans que j'ai donné à cet homme, ai-je répondu fermement. Elle a hoché la tête et m'a tendu une carte de visite. Voici Stéphane, notre meilleur enquêteur. Il travaillera directement avec toi. Pas de paperasse, pas de contrat. Discrétion absolue. Une semaine plus tard, j'avais les photos. Beaucoup de photos. France et Isabella entrant et sortant de chez elle. S'embrassant dans la voiture. Dînant dans des restaurants à l'abri des regards de nos connaissances. Mais le plus choquant n'était même pas ça. Stéphane est revenu avec des documents prouvant que France détournait discrètement de l'argent de notre entreprise commune. Il créait de fausses sociétés, transférait les actifs sur des comptes offshore. Et tout cela alors que, sur le papier, j'étais copropriétaire d'une partie du business, même si je ne participais pas à la gestion. On dirait qu'il se prépare à divorcer. Mais d'une façon qui te laisserait sans rien. Tous les actifs seront sortis, m'a dit Stéphane en me montrant les papiers. Je suis restée abasourdie. Non seulement il me trompait, mais en plus il me trahissait dans notre propre entreprise. Cet homme avec qui j'avais passé 10 ans de ma vie me préparait doucement à être laissé sans le sou. Qu'est-ce que je dois faire ? Ai-je demandé à Stéphane. Tu as 2 options. La première, c'est de prendre un avocat, demander le divorce et entamer une longue et sale guerre pour le partage des biens. Mais vu qu'il a déjà planqué la majorité des actifs, ça va être très dur de prouver quoi que ce soit, m'a-t-il expliqué. Et la deuxième ? La deuxième, c'est de récolter un maximum d'infos et de les utiliser intelligemment. J'ai quelques idées, a-t-il dit avec un léger sourire. C'est ce jour-là qu'un plan est né. Risqué, audacieux, à la limite de la légalité. Mais j'étais désespérée et prête à tout. Pendant les 2 mois suivants, j'ai mené une double vie. Le jour, j'étais la femme modèle de France Keller. Le soir, je devenais une enquêtrice qui grattait peu à peu la surface de ces magouilles. Stéphane m'a aidé à accéder à la boîte mail de France. J'y ai découvert des montages financiers, des sociétés fictives, des rapports truqués. Le plus fou, c'est qu'Isabella était elle aussi impliquée. Elle utilisait son poste de directrice financière pour couvrir les opérations aux yeux des autres associés et actionnaires. En parallèle, j'ai secrètement rencontré Maximilien Schneider, l'associé de France, qui m'avait toujours bien apprécié. Je lui ai parlé de mes soupçons, sans trop entrer dans les détails. Juste un petit signal, quelque chose cloche dans les finances de la boîte, et ça m'inquiète. Maximilien m'a promis de faire attention, mais je voyais bien qu'il ne me prenait pas trop au sérieux. J'étais juste la femme de France, rien de plus pour lui. En même temps, j'ai commencé à préparer ma nouvelle vie. J'ai ouvert un compte à mon nom dans une autre banque, pris rendez-vous avec un conseiller financier indépendant. J'ai commencé à m'intéresser aux finances du foyer, au mouvement de l'entreprise, au budget. J'ai tout appris de zéro. France ne voyait rien. Trop occupée par sa liaison et ses projets d'avenir pour remarquer les changements dans mon comportement. Ou alors, il me croyait trop stupide, trop dépendante pour comprendre quoi que ce soit. Et puis le moment de vérité est arrivé. À la fin du trimestre, la société Méridian organisait son traditionnel événement corporate pour les associés et les clients clés. Une soirée importante, présentation des résultats, projets à venir, renforcement des liens professionnels. Et ce soir-là, Isabella devait être officiellement promue au poste de directrice générale. Je le savais grâce à des mails que j'avais interceptés. Et je savais aussi qu'après sa promotion, Isabella aurait un accès complet à tous les comptes de l'entreprise. Ce qui voulait dire que l'argent pourrait disparaître encore plus vite. La veille de l'événement, France était particulièrement tendue et excitée. Demain, c'est un jour crucial.
Tu mettras la robe bleue de chez Dior? Elle te va tellement bien, m'a-t-il dit au dîner. Bien sûr, mon chéri. Je veux que tu sois fier de moi, lui ai-je répondu avec un sourire. Il a hoché la tête, ravi. Il n'avait aucune idée de ce que je préparais, car j'avais déjà un accord avec l'administrateur du restaurant où se déroulait la soirée. Pour une somme bien rondelette, il avait accepté de m'aider sur un petit point technique. Le jour J est arrivé. J'ai mis la fameuse robe bleue. Coiffure impeccable, maquillage parfait. France était ravie. Tu es sublime. Ce soir va être mémorable, m'a-t-il dit en montant dans la voiture. Je n'en doute pas une seconde, ai-je répondu en souriant. Le restaurant était bondé partenaires, clients, employés venus avec leurs conjoints. Tout le monde en tenue de soirée, une coupe de champagne à la main. Isabella était au centre de l'attention, vêtue d'une robe rouge très décolletée. Elle recevait des félicitations pour sa promotion à venir. France restait proche d'elle, pas trop non plus pour ne pas éveiller les soupçons, mais moi je voyais bien son regard posé sur elle. Après les discours d'ouverture et le cocktail, tout le monde s'est assis. En tant qu'associé principal, France devait porter un toast et annoncer les nouvelles nominations. Il s'est levé, a levé son verre et a commencé à parler des succès de l'entreprise, des objectifs futurs, de son équipe de professionnels. J'étais assise à côté, le sourire figé. À l'intérieur, je tremblais, mais à l'extérieur, j'étais calme. Aujourd'hui, je veux annoncer quelques changements au sein de la direction. Isabella a prouvé qu'elle était une brillante financière et une stratège hors pair. À partir de demain, elle sera. A commencé France, arrivant au point culminant de son discours. C'est là qu'il m'a regardé. Mon regard l'a perturbé. Il a marqué une pause, puis a repris. Mais avant de continuer sur le travail, je voudrais dire un mot sur ma vie personnelle. Ma femme Anna a toujours été mon pilier. Sans elle, je n'aurais pas accompli la moitié de ce que j'ai aujourd'hui, a-t-il dit en posant sa main sur mon épaule. C'était du théâtre pur. Il n'en pensait pas un mot. C'était juste le rôle du mari parfait devant témoin. J'ai doucement retiré sa main de mon épaule et je me suis levée. Merci pour ces gentilles paroles, chérie. Mais peut-être que tu pourrais dire à tout le monde ce que tu penses vraiment de notre mariage? Que je te freine, que je suis un obstacle à ton bonheur. Ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende? Un silence pesant a envahi la salle. France est devenue blême. Anna, mais qu'est-ce que tu racontes? Assieds-toi, s'il te plaît, a-t-il lancé d'une voix tendue. Pourquoi? Pour continuer cette farce? 10 ans, France. 10 ans que je suis ta femme, ta partenaire, ton amie. Et voilà comment tu me remercies, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Je regrette de t'avoir épousé, a hurlé France, en plein restaurant, au moment même où tout le monde levait son verre. J'ai simplement fait un signe au serveur, et une seconde plus tard, il est arrivé avec une enveloppe. Mon mari l'a ouverte, et son visage s'est vidé de tout son sang. Puis la vidéo a commencé. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Sur le grand écran installé pour la présentation, une vidéo a commencé à défiler. D'abord, des photos de France et Isabella entrant chez elle. Ensuite, des captures de leurs messages, pleins de confidences intimes et de projets d'avenir. Puis des documents sur les comptes offshore, des relevés de virements, des schémas montrant le détournement d'argent. Je regardais les visages autour de moi. Du choc, de l'incrédulité, de la colère. Surtout chez les associés de la société. France s'est précipitée vers le technicien pour couper la vidéo, mais c'était trop tard. Toute sa vie soigneusement construite s'effondrait sous les yeux de tous. Tu m'as détruit. A-t-il crié, hors de lui, en se tournant vers moi. Non, mon chéri. C'est toi qui t'es détruit. Avec tes mensonges, tes trahisons, tes manipulations. Moi, je n'ai fait que montrer la vérité, ai-je répondu calmement. Isabella s'est levée d'un bond et a tenté de fuir, mais à la sortie l'attendaient déjà Maximilien et d'autres associés à qui j'avais remis une partie des preuves à l'avance. Je demande le divorce. Et ne t'en fais pas, tous les documents concernant tes manigances sont déjà entre les mains de mes avocats et de l'administration fiscale. Profite bien des conséquences, ai-je lancé à France. Puis je me suis retournée et je suis sortie de la salle. Derrière moi, j'entendais les cris, les disputes, des verres qui se brisaient. Mais je ne me suis pas retournée. Ce soir-là, ma vie d'avant s'est terminée. J'étais prête à commencer une nouvelle vie sans mensonge, sans manipulation, sans trahison. Dehors, un taxi m'attendait. Je suis montée à bord et j'ai donné l'adresse de l'appartement que j'avais secrètement loué 2 semaines plus tôt. À côté de moi, une valise avec juste l'essentiel. « Tout va bien, madame ?» a demandé le chauffeur en me regardant dans le rétroviseur.
J'ai jeté un dernier coup d'œil au restaurant où le scandale continuait, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri sincèrement. Oui, maintenant tout ira bien, ai-je répondu. Dans le taxi, je me suis autorisé une minute de faiblesse. Des larmes ont coulé sur mes joues, emportant mon maquillage avec elles. Le chauffeur a eu la délicatesse de regarder la route, comme s'il ne remarquait rien. 10 ans de mariage. 10 ans qui me semblaient désormais gaspillés. Mais je me suis vite ressaisie. Ce n'était pas la fin. C'était un commencement. Le début de ma nouvelle vie. L'appartement que j'avais loué se trouvait dans un quartier calme, près d'un parc. Petit mais accueillant. Un salon, une chambre, une cuisine. Rien d'inutile. Rien du luxe auquel j'étais habituée en vivant avec France. Mais ici, il y avait quelque chose que notre luxueux Penthouse n'avait jamais offert, un sentiment de liberté. J'ai rangé mes affaires, pris une douche, lavé les dernières traces de maquillage et de larmes. Puis je me suis préparé une tasse de thé et me suis installée près de la fenêtre. Mon téléphone vibrait sans arrêt, inondé d'appels et de messages. France, ma belle-mère, quelques amis communs. Je n'ai répondu à personne. La seule personne avec qui je voulais parler m'a appelé vers minuit. « Tu es incroyable, Anna. Stéphane m'a raconté ce que t'as fait. Il dit qu'il n'avait jamais vu un tel spectacle, » a dit Claudia, la voix pleine d'admiration. « Et lui ?» ai-je demandé, en parlant de France. Apparemment, il est furieux. Maximilien a convoqué une réunion d'urgence avec les associés. Isabella a été suspendue le temps de l'enquête. Et ton ex a été prié de ne plus revenir au bureau pour le moment. J'ai hoché la tête, même si Claudia ne pouvait pas me voir. Tout se passait comme prévu. Et toi, comment tu te sens ? M'a demandé mon ami. Je sais pas. Vidé. Mais aussi. Libre ? C'est bizarre, ai-je avoué. Ce n'est que le début. Ça ne sera pas facile. France ne fait pas partie de ceux qui abandonnent sans se battre, m'a averti Claudia. Je sais. Mais moi non plus, je ne suis plus la femme qu'il connaissait. Après notre conversation, j'ai éteint mon téléphone et, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément, sans somnifère. Le lendemain matin, on a sonné à ma porte. Un livreur m'a tendu un énorme bouquet de roses blanches. Anna Muller ? Signez ici, s'il vous plaît, m'a-t-il dit. J'ai signé machinalement et pris les fleurs. Il y avait une carte avec le bouquet. Pardonne-moi. Parlons-en. F. J'ai esquissé un sourire amer. France avait toujours cru qu'il pouvait tout réparer avec de l'argent ou des cadeaux. Les roses blanches étaient mes préférées. Il s'en souvenait. Mais ce n'était plus suffisant. J'ai jeté le bouquet dans la benne sans même l'avoir fait entrer. En rallumant mon téléphone, j'ai découvert 37 appels manqués et des dizaines de messages. De France, de sa mère, de nos amis communs. Je les ai fait défiler sans lire. Puis j'ai appelé mon avocate, Victoria Lorenz. Une femme stricte d'une 50aine d'années, réputée pour être une vraie combattante dans les affaires de divorce. Bonjour, Victoria. Comme prévu, j'ai fait ma déclaration hier soir. Il faut agir vite, avant qu'il ne planque ce qui reste, ai-je dit. Je m'en occupe déjà. Le fisc s'est montré très intéressé par les documents qu'on leur a transmis. Les comptes de l'entreprise sont temporairement gelés. C'est la procédure normale en cas de suspicion de fraude, a-t-elle répondu d'un ton professionnel. Parfait, ai-je soufflé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. Mais je dois vous prévenir, il a déjà engagé Ricardo Almeida. Vous connaissez ? Je connaissais. Ricardo Almeida, avocat spécialisé dans les divorces, défenseur acharné des hommes riches durs, sans scrupules, redoutablement efficace. Donc il va jouer sale, ai-je constaté. Très probablement. Préparez-vous, ils vont essayer de vous salir. Ils chercheront ou inventeront quelque chose contre vous. La tactique classique d'Almeida, c'est de faire passer l'épouse pour une profiteuse sans cœur, qui n'attendait que l'occasion pour dépouiller le pauvre mari. Qu'ils essaient. J'ai assez de preuves de ses infidélités et de ses magouilles, ai-je répondu, sentant une vague de colère monter en moi. Après mon appel avec l'avocate, j'ai décidé de sortir marcher un peu. J'avais besoin d'air frais et de temps pour réfléchir. J'ai mis des lunettes de soleil, noué un foulard sur la tête, je ne voulais pas être reconnue. L'histoire avait sûrement déjà fait le tour des cercles d'affaires à Munich. Je marchais dans les allées du parc municipal, observant la vie matinale autour de moi. Des jeunes mamans avec leurs poussettes, des cadres pressés, des artistes installant leurs chevalets près de la fontaine. Une vie normale, indifférente à mon drame personnel. Et soudain, j'ai aperçu une silhouette familière. Un homme de petite taille, en costume chic, assis sur un banc en train de nourrir les pigeons.
Maximilien Schneider, l'associé de France. L'un de ceux qui étaient présents à la soirée de la veille. J'ai voulu passer mon chemin, mais il m'a vu et m'a fait signe. Je n'avais pas vraiment le choix. Je me suis approchée. « Bonjour, Anna. Vous vous asseyez ?» dit-il en désignant la place à côté de lui. J'ai hésité une seconde, puis je me suis assise. Il a continué à jeter des miettes aux pigeons, comme si on se retrouvait pour une conversation banale. « Je dois avouer, vous m'avez bluffé. Je ne vous aurais jamais imaginé aussi déterminé, dit-il enfin. La vie vous y oblige, ai-je répondu simplement. Je comprends. Vous savez, je vous ai toujours vu comme un bel accessoire à la réussite de France. Une femme élégante, bien élevée, idéale pour un homme d'affaires. Pardon pour cette vision réductrice, dit-il en hochant la tête. Vous n'étiez pas le seul. France pensait pareil. Et il s'est lourdement trompé, ai-je dit en haussant les épaules. Pour la première fois, Maximilien me regarda droit dans les yeux. Le scandale d'hier soir, c'était spectaculaire. Mais ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les documents que vous nous avez remis avant la soirée. Les montages, les comptes offshore, les fausses déclarations. C'était structuré, clair, très professionnel. Vous avez fait un travail énorme. J'ai été bien entourée, ai-je admis. Sans doute. Mais il faut une vraie vision stratégique pour orchestrer tout ça. Il s'interrompit un moment. J'ai une proposition à vous faire, Anna. Quelle sorte de proposition ? Demandai-je, sur mes gardes. Professionnelle. Comme vous le savez, nous avons suspendu Isabella de son poste de directrice financière. Elle ne peut évidemment pas continuer dans la société. On cherche quelqu'un de compétent, qui connaît déjà un peu la structure, et surtout, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Je le regardai, surprise. Vous me proposez ce poste ? Mais je n'ai ni la formation, ni l'expérience. Le diplôme importe peu, répondit-il d'un geste. Vous avez ce qui compte, l'intelligence, l'intégrité. Vous auriez pu divorcer tranquillement et prendre votre part. Mais vous avez révélé des manœuvres qui auraient pu ruiner l'entreprise. Ça en dit long sur vous. Je restai silencieuse. L'offre était inattendue, mais séduisante. Elle m'offrirait une indépendance financière, et surtout un rôle actif dans la reconstruction de la société après ce que France et Isabella avaient causé. Je dois y réfléchir. Peut-être suivre une formation. Je ne veux pas occuper un poste auquel je ne suis pas préparée, ai-je fini par dire. C'est raisonnable. On peut vous proposer des cours intensifs, un mentor. Au début, vous observerez plus que vous ne déciderez. Alors j'accepte. Mais à une condition, ai-je dit en le regardant. Laquelle ? France doit être complètement écartée de la direction. Zéro compromis. Il me fixa un instant, pensif. Ce sera compliqué. Il est tout de même l'un des fondateurs. Il a ses parts, certes. Mais elles vont sacrément diminuer après l'enquête et le divorce, lui ai-je rappelé. C'est vrai, dit-il avec un petit sourire. Très bien, Anna. C'est entendu. On s'est quitté là-dessus, et j'ai repris ma marche, repensant à cette conversation. Une coïncidence ? Peu probable. Il avait sûrement enquêté sur ma nouvelle adresse. Mais sa proposition me semblait sincère, alors j'ai décidé de lui laisser une chance. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un autre bouquet. Cette fois, des orchidées. Déposées juste devant la porte. Une note l'accompagnait. Il faut qu'on parle. C'est important. F. J'ai fait entrer les fleurs. Elles étaient trop belles pour finir à la poubelle. Et je me suis demandé si je devais accepter de voir France. D'un côté, tout était déjà lancé. Le divorce, les procédures. Pas de retour possible. D'un autre, on finirait de toute façon par se retrouver face à face au tribunal. Et j'avais envie d'entendre ce qu'il avait à dire pour sa défense. Après quelques minutes de réflexion, je lui ai envoyé un message. Demain, 12h, Café Progress. Endroit public. Pas de scène. La réponse a été immédiate. J'y serai. J'ai passé la soirée à me préparer. Pas physiquement, mentalement. Je savais qu'il allait essayer de m'avoir à l'usure. Il était doué pour ça. Souvenirs, promesses, menaces, supplications. Je devais être prête à tout. En parallèle, j'ai commencé à étudier les documents sur la gestion financière que m'avait envoyé Maximilien. Les bases de la comptabilité, la structure des rapports, les analyses financières. Beaucoup de choses m'échappaient, mais j'étais déterminée à comprendre. Le matin venu, j'ai longuement hésité sur ma tenue. Pas trop stricte, mais pas trop féminine non plus.
Je ne voulais envoyer aucun message de faiblesse ou de séduction. J'ai opté pour un tailleur pantalon beige et une chemise blanche. Maquillage discret, cheveux relevés en chignon. Une femme d'affaires, pas une ex-femme. Je suis arrivée au Café Progress pile à l'heure. France était déjà là, installé dans un coin tranquille. Il avait l'air fatigué, le visage tiré. Le costume tombait parfaitement, comme toujours, mais sa cravate était mal nouée. Une faute impardonnable pour quelqu'un d'aussi maniaque que lui. « Anna », dit-il en se levant. Il tenta de m'embrasser sur la joue, mais je me contentai de reculer légèrement et de hocher la tête. « France, tu as 20 minutes. Parle. » Je me suis assise en face de lui. Il soupira, visiblement déçu par mon accueil. J'ai fait une erreur. Une bêtise impardonnable. Isabella. Ça ne comptait pas. Juste une passade, une faiblesse. Qui a duré 1 an. Une longue faiblesse, tu ne trouves pas? Ai-je répliqué en arquant un sourcil. Je me suis embrouillée. Le boulot, la pression, les responsabilités. Isabella était là, elle comprenait, elle m'épaulait, dit-il en se frottant le visage. Garde tes explications. Ta vie privée ne me regarde plus. Je suis là uniquement parce que nous sommes encore liés légalement et financièrement. Ai-je coupé d'un ton froid? Ce n'est pas que ça. Je t'aime encore, Anna. Ce qui s'est passé avec Isabella, c'était une erreur. Un moment d'égarement. Mais toi, tu es ma femme, mon vrai amour, dit-il en se penchant vers moi. Je le regardais, essayant de comprendre s'il croyait vraiment à ce qu'il disait ou s'il prononçait simplement les mots qu'il pensait que je voulais entendre. Et les comptes offshore? Les transferts d'argent?